La douleur, ça serait bien si elle n'existait pas. C'est trop envahissant. C'est insupportable. Et dire que dans certains cas, c'est nous, soignants, qui la créons. Quand on met en place un cathéter, lorsqu'on fait un pansement, finalement, nous sommes très agressifs. Mais comment faire autrement? Tu vois, Sandrine, la douleur aiguë est une manifestation indispensable. C'est un signal d'alarme qui prévient de quelque chose d'anormal, qui t'amène un réflexe de fuite ou d'immobilisation. Dans ton cas, lorsque ton pied a cogné dans le meuble, la douleur t'a amené à le retirer, à te masser et à le soulager et à le protéger contre notre choc. Mais si la douleur dure, elle va t'amener à consulter un médecin qui va prescrire une radiographie à la recherche de fractures. Et il te proposera un traitement adapté qui sera une immobilisation ou la chirurgie. Tout ça pour permettre à ton corps de se réparer correctement. La douleur est bien un signal d'alarme qui protège l'organisme. Si elle n'existait pas, l'humanité et beaucoup d'êtres vivants n'existeraient probablement plus. En revanche, tu as raison de dire, nous sommes parfois très agressifs dans nos soins. Et la douleur que nous générons n'a aucun intérêt. Regarde, lorsque je fais un prélèvement sanguin par exemple, je sais que j'agresse l'organisme. Et si cette douleur entraînée n'a aucune utilité pour la personne prélevée, pourquoi ne pas tout faire pour empêcher la douleur induite inutile, voire comme toute douleur, potentiellement responsable de complications propres? Au quotidien, les réactions les plus fréquentes observées dans la douleur induite sont l'appréhension, la crispation, la nervosité à l'idée du geste ou lors de la réalisation du geste. Or, le stress généré libère entre autres de l'adrénaline dans l'organisme qui amplifie le phénomène douloureux. Autrement dit, Sandrine, plus on appréhende la douleur et plus on a mal. Et puis, il y a plein d'autres mécanismes qui existent à tous les niveaux des voies de la douleur pour amplifier encore le ressenti douloureux. Plus simplement, comme nous le voyons ici, la douleur tend, après une phase d'inflammation, à devenir rapidement non physiologique, d'autant plus qu'il y a une lésion du système nerveux associée. Au-delà de cette amplification des phénomènes douloureux, toutes les complications de la douleur aiguë en général peuvent apparaître dans la douleur induite. C'est l'hyperactivité du système sympathique avec tachycardie, hypertension, délétère sur certains terrains comme le coronarien. C'est également l'hyperactivité parasympathique avec le fameux syndrome vagal. Et puis, c'est aussi des phénomènes de mémorisation de la douleur, avec une empreinte au fer rouge sur les structures nerveuses et le psychisme. Et ceci d'autant plus que la douleur aiguë a été prolongée, intense, ou que la souffrance du patient a été négligée, méconnue ou mise en doute. Et la mémorisation de la douleur aiguë peut, à plus ou moins long terme, amener à la douleur chronique. N'oublions pas également qu'il existe des obligations réglementaires en matière de prise en charge de la douleur induite. L'article L 1110-5 du Code de la santé publique définit les obligations des établissements de santé. La douleur doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Le terme « en toutes circonstances » implique aussi, bien entendu, la douleur induite par les soins. Dans le code de déontologie médicale, il est écrit « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade. » Là aussi, toute circonstance élargit bien l'obligation à la douleur induite. Et les actes professionnels infirmiers définis par le Code de la santé publique précisent que les soins infirmiers ont pour objet de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur. le terme prévention implique bien également
la douleur induite. Enfin, le programme de lutte contre la douleur 2002-2005 a défini comme axe prioritaire la douleur provoquée par les soins. Et la circulaire rappelle, entre autres, l'importance de développer des protocoles dans ce domaine pour une prise en charge rapide, efficace et sûre. Alors Michel, j'allais perfuser le petit Marc qui part au bloc opératoire en début d'après-midi. Qu'est-ce que je peux faire pour que la douleur n'apparaisse pas? Eh bien Sandrine, il existe des moyens et je te propose de mettre en place un patch d'EMLA. Il va falloir que j'attende alors. C'est bien début d'après-midi que le petit Marc est programmé au bloc. Oui, oui. Il est 10h, on a largement le temps. Le patch d'EMLA ou la crème EMLA est un mélange de lidocaïne et de prilocaïne qui va permettre une anesthésie locale efficace de la peau et des terminaisons nerveuses cutanées. À l'endroit où tu as repéré la veine que tu vas perfuser, tu appliques le patch d'EMLA ou bien directement 1 gramme de crème en couche épaisse, sans masser, puis tu vas recouvrir cette crème avec un pansement adhésif occlusif ou mieux avec un film alimentaire non adhésif qui va éviter la douleur au décollement du pansement. Le pansement occlusif est indispensable car l'absorption est facilitée par l'hydratation maintenue grâce à celui-ci. Et la crème va petit à petit franchir la barrière cutanée. Lorsque le patch d'EMLA va être appliqué sur la peau, la crème va entraîner une anesthésie de la peau et des tissus sous-cutanés de 3 à 4 mm pour la première heure d'application et de 5 mm pour la deuxième heure d'application, le tout sur une superficie d'environ 10 cm². Bien entendu, la durée d'application se fait en fonction du geste à réaliser. Et dans le cas de la perfusion de Marc, au bout d'1 heure, il existe une petite vasoconstriction qui peut gêner pour la pose du cathéter. Comme nous avons largement le temps, je te propose de mettre le patch 2 heures avant la ponction. D'autant plus qu'après 1h30, il y a une vasodilatation intéressante pour le geste. Une astuce, si le geste se fait après 1 heure seulement, il faut enlever le patch 10 minutes avant de piquer et la veine retrouvera son calibre habituel. Un dernier point utile à savoir, l'anesthésie locale persiste 1 heure après le retrait du patch pour 1 heure d'application et 2 heures pour 2 heures d'application, ce qui nous laisse largement le temps de piquer. Mais tu sais Sandrine, pour lutter contre la douleur induite lors de la pose d'un cathéter veineux, il n'y a pas que le patch d'EMLA, il y a plusieurs autres choses à faire. D'abord, si les parents sont présents dans la chambre de Marc, ne les fais surtout pas sortir. Explique-leur le soin et les comportements qu'ils doivent adopter pour t'aider. Ils peuvent être d'une aide inestimable pour réduire la douleur induite. Toutes les études réalisées dans le domaine confirment que la présence des parents ou d'un proche est utile. Les parents sont une aide psychologique pour l'enfant, voire une aide aux soins. Par exemple, ils t'aident au maintien délicat, apprécié par l'enfant, quand il est fait par quelqu'un qu'il aime et dont il n'a pas peur. Ce que je dis là n'est pas valable que pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Pourquoi faire sortir un proche s'il désire rester et que le patient est d'accord, alors qu'il peut être une aide à la distraction, voire une aide aux soins. En plus de la présence des proches dans la chambre, tu vas pouvoir utiliser chez Marc une technique comportementale que l'on appelle le renforcement. Ah oui, je pense savoir ce que c'est. C'est jouer avec l'enfant. Avant le soin, pour le distraire, pour qu'il le vive mieux ensuite, non? Jouer avec un enfant avant le soin n'est pas suffisant pour interférer avec la douleur du soin. La technique de renforcement consiste à encourager une attitude positive chez l'enfant qui va diminuer l'anxiété, diminuer le stress et diminuer la peur de la douleur. Et ça permet à l'enfant de devenir un acteur du soin et non plus un simple témoin. Le renforcement peut consister à réaliser un geste sur une poupée afin de montrer à l'enfant le déroulement du soin, lui permettre un apprentissage au soin et ainsi renforcer les attitudes positives qu'il doit mettre en place afin que la douleur soit moins importante. Mais attention, la démonstration du soin ne doit pas être faite sur le doudou de l'enfant. Le doudou est un objet transitionnel. Et un objet transitionnel doit toujours rester l'objet du lien entre l'enfant et son vécu. Il ne doit pas jouer le soin.
Le renforcement est une excellente technique pour diminuer la douleur des soins, mais elle n'est pas suffisante à elle seule. Il faudra également utiliser des méthodes de distraction au moment du soin. Je t'en reparlerai le moment venu. Le renforcement peut également être pratiqué grâce au diplôme de bravoure. Est-ce que tu as dans ton service des diplômes de bravoure? Oui, oui, je crois bien que j'en ai. Certificat de félicitations. Je sous-signé certifie que l'enfant Marc a subi avec courage et bravoure les soins suivants. Certificat établi le et remis en main propre, avec la signature du médecin et de l'infirmière. Eh bien oui, ce diplôme est un des moyens de faire du renforcement. Tu expliques à l'enfant que dans ce service, on a l'habitude de féliciter les enfants qui ont peu ou pas pleuré lors de la mise en place de la perfusion, puisque c'est le cas de Marc. Et que pour les féliciter, on leur remet un diplôme. En faisant ceci, tu amènes l'enfant à avoir un comportement positif pendant l'acte, ce qui l'aidera à mieux vivre le soin. Mais bien entendu, lorsque tu remettras le diplôme à l'enfant, à la fin du soin, n'oublie pas de le féliciter sur sa bravoure et encourage-le à toujours se comporter comme il l'a fait. Mais tu sais, si tu n'as pas de diplôme de bravoure, tu peux mettre en place cette technique de renforcement tout simplement en promettant à l'enfant une surprise à la fin du soin. Et la surprise peut être tout simplement un gant gonflé sur lequel tu auras dessiné des yeux, un nez, une bouche qui sourit, et tu le feras parler pour féliciter l'enfant avant de le lui offrir. Tiens. Salut Marc, je suis Pépette. Je voulais te dire bravo. Tu as été très courageux pendant tout le soin. Je te félicite. Tu fais dorénavant partie du club des héros de notre service. Tu as été remarquable. Je te félicite. Tiens. Enfin, Sandrine, lorsque tu mettras en place la voie veineuse de Marc, n'oublie pas de pratiquer une technique de distraction ou de détournement d'attention. La technique du renforcement est certes excellente, mais c'est encore mieux si elle s'accompagne d'une technique de distraction qui démarrera avant le soin, afin que l'enfant soit absorbé par la distraction et qui se poursuivra pendant toute la durée de l'acte. Pour choisir la technique de distraction, il est important que tu cherches à connaître les goûts de l'enfant, ce qui l'intéresse, et qui pourra le distraire en fonction de son potentiel, de son développement psychomoteur et de son état au moment du soin. Il faut également que tu lui permettes, dans la mesure du possible, de s'installer comme il le souhaite, assis, par exemple, plutôt que systématiquement couché. Il existe de nombreuses possibilités de distraction. La musique, le chant, faire un voyage imaginaire, raconter un conte, lire un livre, regarder la télévision, jouer avec un jeu vidéo, regarder dans un kaléidoscope, raconter des blagues, raconter une épreuve sportive ou jouer avec le rire. Et encore tout plein de choses qui relèvent de la créativité de l'enfant, de ses parents ou de nous soignants. La distraction réalisée à l'aide du récit d'une histoire sera d'autant plus efficace que tu rendras l'enfant acteur de l'histoire, que tu l'inciteras à devenir le héros de ce récit. Il est intéressant, lorsque c'est possible, que la distraction soit faite par une tierce personne, un autre soignant ou un parent par exemple. Autrement dit, une personne qui puisse être totalement disponible pour occuper l'enfant et s'assurer en permanence qu'il ne présente pas de signes d'anxiété ou de douleur. Cette personne doit avoir bien compris l'importance de son rôle pour être un maximum efficace auprès de l'enfant, car le détournement est un véritable soin relationnel. Si tu attires l'attention de Marc vers un centre d'intérêt qui lui est propre, le dessin animé, son chanteur préféré, je ne sais pas moi ce que tu as perçu qu'il aimait bien, eh bien son attention va se focaliser sur le sujet proposé. Et le cerveau de Marc va devoir travailler pour être capable d'être dans la conversation avec toi. Si pendant ce temps tu réalises le soin, il y a de grandes chances que le cerveau de Marc ne puisse accorder beaucoup de place aux soins que tu réalises et encore moins à la douleur en lien avec le soin. Autrement dit, le cerveau n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Alors on a tout intérêt à distraire l'esprit chaque fois que l'on doit réaliser un soin.
Tu sais Michel, j'ai plutôt l'habitude de fonctionner comme ça. Mais je ne savais pas à quel point cette technique pouvait être puissante sur la perception douloureuse au cours d'un soin. Donc, lorsque je rentre dans une chambre et que j'éteins la télévision pour réaliser mon soin comme je l'ai appris pendant mes études, j'ai tout faux, non? Eh oui, tu as tout faux. En effet, si le patient a l'esprit occupé par une émission de télévision, il sera beaucoup moins préoccupé par ce que tu vas lui faire et son cerveau sera moins capable de se centrer sur la perception douloureuse. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, voilà ce que l'on appelle du détournement d'attention. Alors que tu t'es occupé à m'expliquer qu'un cerveau ne veut pas faire deux choses à la fois, le tien ne t'a pas permis de te rendre compte que tu te faisais piquer. C'est un détournement d'attention réussi. Je crois que dorénavant, je n'oublierai plus jamais de pratiquer le détournement d'attention, et en particulier lors de soins douloureux. Bon, Michel, je vais poser le patch d'Emla à Marc. Oh là là, pas si vite. As-tu une prescription pour le patch Emla? Comme il s'agit d'un médicament, il doit être prescrit par un médecin. Ah oui, tu as raison. Je vais demander au médecin de me le prescrire. Bon, pour aujourd'hui, il faut que tu le fasses prescrire. Mais si tu demandes que soit écrit un protocole spécifique, tu pourras, de ta propre initiative, appliquer l'EMLA après avoir vérifié l'absence de contre-indication. Vous savez, depuis 1999, la législation autorise l'infirmier à initier l'analgésie ou à initier des traitements préventifs pour lutter contre la douleur dans le cadre de protocoles préétablis, datés et signés par un médecin. Le protocole à valeur de prescription. Vous avez donc tout intérêt à travailler dans le service pour mettre en place des protocoles d'analgésie. Ceci est fondamental en matière de douleur induite, car si tu es obligé chaque fois que tu le juges nécessaire de mettre en place d'EMLA, de courir après le médecin, tu vas vite te lasser et peut-être abandonner rapidement l'idée de mettre en place un patch d'EMLA. Alors que tu sais que c'est utile dans une prise en charge comme celle de Marc. Bon Michel, je vais faire prescrire le patch d'Emla et le mettre en place sur Marc. Je te promets qu'à l'avenir, je vais stimuler les médecins, les collègues et le cadre du service pour que nous écrivions un protocole autorisant l'infirmier à œuvrer sur sa propre initiative afin que cette situation ne se reproduise pas. Au fait, Michel, ne t'en va pas. Je dois également aller poser une sonde gastrique à Monsieur OF. Et ça aussi, ça fait mal. Tu pourrais peut-être m'aider à prendre en charge sa douleur. Alors ce coup-ci, c'est urgent. Et je suis pas sûre que tu pourras trouver autant de solutions que pour Marc. À tout à l'heure, hein. Réfléchis bien. Ça y est Michel, je suis là. Alors je vais prendre le kit sondage nasogastrique que nous avons l'habitude de préparer par avance dans le service. Et je vais aller poser la sonde nasogastrique à Monsieur OF. Ne pars pas si vite. As-tu prévenu le patient de la nécessité de lui poser une sonde gastrique et du déroulement du geste? Oui, tu veux dire tout ce qui est préparation psychologique du patient? Ça, je connais et je pratique. Je sais que c'est très efficace en matière de prévention de la douleur induite, mais également en matière de douleur de façon plus générale. Alors oui, Michel, j'ai déjà prévenu le patient. Je lui ai expliqué pourquoi nous devions mettre une sonde nasogastrique et je lui ai expliqué comment se déroulerait le soin. Je lui ai même dit que c'était moi qui allais mettre en place la sonde, que ça allait se passer dans son lit et que je revenais rapidement pour le faire. Alors, il faut que j'aille vite, hein? Et là, pas si vite. Qu'y a-t-il dans ton kit? Alors, dans mon kit, j'ai plusieurs sondes pour choisir la mieux adaptée à mon patient et le matériel nécessaire pour vérifier la bonne position dans l'estomac, voilà. Et tu n'utilises aucun moyen médicamenteux de prévention contre la douleur avant de mettre en place la sonde gastrique? Non, pourquoi? Il y a des moyens médicamenteux. Et la lidocaïne, tu connais? Oui, je connais, mais j'ai jamais utilisé dans ce contexte. Je vais te montrer. Eh bien oui, lors de la mise en place d'une sonde gastrique, il existe un moyen de prévention de la douleur induite. Il est possible en effet d'utiliser un anesthésique local, la lidocaïne 5% nébuliseur en flacon pulvérisateur doseur, sur lequel s'adapte une canule longue ou courte en fonction des besoins. Ici, je vais choisir la canule longue adaptée à la narine et au pharynx dans lequel je vais pulvériser
l'anesthésique locale. Chaque pulvérisation délivre 9 mg de chlorhydrate de lidocaïne. La xylocaïne, en contact avec la muqueuse, se fixe sur les terminaisons nerveuses et les bloque de manière spécifique, totale et réversible, et évite la douleur au passage de la sonde. Alors, regarde comment t'y prendre. D'abord, je cherche les contre-indications à l'utilisation de la lidocaïne, notamment une allergie. Ensuite, j'explique au patient comment va être réalisé le geste, ce qui, nous l'avons vu, est extrêmement important. Et je le préviens en particulier du goût amer du produit. Et puis, je réalise l'anesthésie locale de la sphère ORL. Pour être efficace, je dois pulvériser à un adulte comme M. OF 10 à 25 pulvérisations maximum. Et oui, la lidocaïne est un médicament, et comme tout médicament, il faut respecter les posologies. Et je vais répartir la dose maximale entre les deux sites, le nez et la gorge. Je choisis la narine avec laquelle le patient respire le mieux, et je progresse lentement en faisant 10 à 12 pulvérisations, d'abord dans la narine. Puis je vais demander au patient d'ouvrir la bouche et je vais faire encore 10 à 12 pulvérisations supplémentaires dans la gorge. Et puis je vais demander au patient d'avaler le produit ou de recracher s'il le trouve trop amer. En matière de douleur induite, il est très important de connaître les délais d'action des médicaments utilisés afin de réaliser le geste au moment où le médicament est le plus efficace, donc à son pic d'action. Et pour la lidocaïne 5%, nébulisateur, le pic d'action se situe à 3 minutes. Donc pendant ces 3 minutes, je vais pouvoir préparer le matériel à utiliser. La durée d'action de la lidocaïne est de 1h30, ce qui veut dire que pendant 1h30 à 2 heures, il peut y avoir un risque de fausse route si le patient boit ou mange. À vrai dire, ce n'est vraiment pas un problème car les patients qui ont besoin d'une sonde gastrique ne s'alimentent pas par la bouche. Enfin, en matière de douleur induite, l'habileté technique de l'opérateur est importante. Il doit parfaitement connaître le soin et avoir appris de ses collègues expérimentés les astuces qui facilitent le geste et réduisent les douleurs. Pour la sonde gastrique, par exemple, le geste sera facilité par la flexion de la nuque en avant. Après le passage des fosses nasales, la sonde se retrouvera directement en face de la bouche de l'œsophage et la descente sera facilitée par la courbure du rachis cervical. Et plus encore, si l'on demande au patient d'avaler la salive comme s'il avalait un verre d'eau. Tu vois, Sandrine, la connaissance de tous ces petits détails réduit le risque de douleur induite. Une autre technique comportementale intéressante dans le soin douloureux est celle de l'imagerie dirigée. Par exemple, pour la pose d'une sonde gastrique, on demande au patient, en particulier si c'est un enfant, très réceptif à ces techniques, qu'il imagine une descente en toboggan. Il s'imagine monter les marches du toboggan, puis il se voit en haut du toboggan, il s'apprête à descendre, il se laisse glisser, glisser, glisser le long du toboggan. Il arrive au dodan au milieu du toboggan. Et pour passer en douceur et plus vite, il doit l'humidifier. Vas-y, mouille le toboggan, encore, voilà, ça glisse mieux. Le dodan vient d'être passé. La descente du toboggan a été parfaite. Bien entendu, tout au long du soin et à la fin, il est important d'évaluer la douleur du patient. Si la douleur est intolérable, il faut arrêter le geste et mettre en œuvre d'autres moyens relevant du rôle propre ou d'une prescription médicale. Cette évaluation sera tracée sur la feuille de soins, ce qui permettra de lister et valider l'utilisation des traitements antalgiques préventifs, de permettre à tes collègues de connaître le ressenti du patient pendant et après le soin en fonction des moyens utilisés et éventuellement de réajuster la prise en charge si ce même geste doit être à nouveau réalisé chez ce patient. Mais c'est génial! Je ne pensais pas que pour la pose d'une sonde gastrique, on pouvait mettre en place tant de moyens de prévention efficaces contre la douleur induite. Je vais essayer d'appliquer tout ce que tu viens de m'expliquer chez Monsieur OF. Je prends l'axilo et j'y cours.
Et la prescription de lidocaïne, il s'agit d'un médicament et il faut qu'il soit prescrit par un médecin. Ah oui, tu as raison. Je vais demander au médecin de me la prescrire. Mais je te promets qu'à l'avenir, tout comme pour l'EMLA, nous aurons un protocole xylocaïne nébulisateur dans le service. Je vais demander la prescription et mettre en place la sonde nasogastrique à Monsieur OF. Au fait, bravo Michel pour tes conseils. La mise en place de la sonde nasogastrique s'est super bien passée. Monsieur Hoff m'a dit que ce n'était pas très agréable, mais qu'il n'avait éprouvé aucune douleur. Ah, tant que je te tiens, que proposerais-tu pour diminuer la douleur lors de la réalisation du pansement d'escarre de Madame Simone? Elle a une escarre sacrée profonde de 15 cm de diamètre qui évolue depuis 2 mois. Elle a déjà très mal au cours de la toilette et du travail avec le kiné. Alors là, première étape, synchronisation des montres. Synchronisation des montres? Mais ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'étant donné le contexte douloureux particulier de cette patiente, tous les acteurs du soin, aides-soignants, infirmières, kinésithérapeutes, doivent travailler en collaboration et se synchroniser pour que chacun réalise les soins qui lui sont propres lorsque la patiente aura bénéficié du traitement antalgique. Ainsi, tous les soins que tu as décrits comme douloureux par la patiente, la toilette, le travail avec le kiné, le pansement, pourront être couverts par la même analgésie. Ceci implique de ta part une bonne planification des soins et une collaboration étroite avec tes collègues aides-soignants et kinésithérapeutes. En plus, l'infirmier est le maillon essentiel en matière de douleur induite par le lien qu'il assure entre le médecin qui prescrit et les autres professionnels qui n'ont pas accès à tout l'arsenal thérapeutique. Dans le cas de Madame Simone, étant donné le caractère douloureux et évolutif de la lésion, il serait bien de mettre en place un traitement antalgique de palier 3 type morphine d'action rapide, orale, qui a une durée de 4 heures, durée suffisante pour couvrir les différentes douleurs de la toilette, du pansement et de la kinésithérapie. Lorsque le produit sera prescrit, n'oublie pas de tenir compte du délai d'action qui est d'environ 1 heure et donc planifie la prise de morphine de Madame Simone au moins 1 heure avant la réalisation du premier soin. C'est comme pour l'EMLA, comme pour la lidocaïne et comme pour tous les autres médicaments, il faut respecter les délais d'action. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire par synchronisation des montres. Synchronisation avec les différents acteurs de l'équipe et synchronisation avec la prise de médicaments. Pas toujours facile, mais capital pour une bonne prise en charge de la douleur induite. Dans ce contexte, en plus de l'organisation des soins autour du pansement et de l'utilisation des antalgiques de palier 3, il est possible d'associer des antalgiques de palier 1 et 2. Mais nous manquons d'études de qualité validant leur intérêt en matière de prévention de la douleur. En revanche, il y a un produit très intéressant à utiliser dans ce contexte, c'est le Méopa. Le Méopa est un mélange gazeux équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote qui s'administre par inhalation et qui a des propriétés analgésiques intéressantes et également des propriétés sédatives et anxiolytiques. C'est aussi le fameux gaz hilarant. Et quelquefois, non content d'avoir moins mal, le patient attrape un fou rire qui est en plus est communicatif. Et tout le monde rit pendant le soin, c'est génial. Et tout ça en 3 minutes, rapidement. Alors je te propose d'aller donner la morphine d'action rapide à la patiente, si bien sûr le médecin responsable accepte de la prescrire. Et on se retrouve dans 1 heure dans la chambre de la patiente lorsque le pic sérique sera atteint et qu'elle sera correctement analgésiée. Là, je te montrerai comment utiliser le Méopa. Au fait, pense à demander au médecin de te prescrire aussi le Méopa s'il est d'accord. Tu vois que là aussi, des protocoles spécifiques à l'utilisation de ces produits t'éviteraient la course à la prescription. Ah Sandrine, je suis fidèlement venu te rejoindre dans la salle de soins car je souhaitais te parler de plusieurs choses avant que nous allions ensemble faire le pansement d'escarre de Madame Simone. Comme tu étais occupée, je suis allé voir Madame Simone pour me présenter et la préparer au soin, ce qui m'a permis d'établir une relation de confiance. Nous avons parlé de choses et d'autres et elle m'a parlé entre autres de ses 4 petits-enfants qu'elle adore. Et t'en as parlé toi aussi? Oui, souvent. Ils sont très importants à ses yeux. Oui, et c'est intéressant
car nous pourrons peut-être l'utiliser au cours du soin si nécessaire. Amener Madame Simone à penser à ses petits-enfants est une technique proche de l'imagerie dirigée qui peut permettre de faire du détournement d'attention afin que son esprit ne soit pas figé sur le soin, voire sur la douleur. Tu sais, discuter avec la patiente avant le soin, bref, la préparer psychologiquement est capital en matière de douleur induite. Et nous savons tous les deux combien c'est important. Un soin n'est pas qu'un geste. En discutant avec Madame Simone, j'en ai profité pour lui expliquer aussi la nécessité du soin afin qu'elle y adhère parfaitement. Et je lui ai expliqué également son déroulement pour qu'elle adopte des attitudes qui nous aideront pendant le soin. Je lui ai aussi expliqué l'intérêt d'utiliser le méopa, ce qu'elle a accepté. Et je lui ai dit que c'était toi qui ferais le pansement, moi n'étant là que pour te montrer l'utilisation du méopa. J'ai vraiment insisté sur l'intérêt antalgique du méopa. En fait, je l'ai bien vendu afin de mobiliser au maximum l'effet placebo de ce médicament chez Madame Simone. L'effet placebo est une réaction inconsciente déclenchée dans l'organisme suite à des suggestions positives. Cet effet peut, selon certaines études, augmenter de 30 à 50% l'action pharmacologique propre du médicament. Et l'effet placebo est expliqué en partie par la libération d'endorphines endogènes efficaces sur la douleur. Alors tu comprendras que je ne me suis pas privé de vendre le méopa, un vrai marchand de tapis. 30 à 50% d'efficacité en plus, ça vaut le coup de jouer les marchands de tapis. J'ai vu aussi que Madame Simone avait sur la table de nuit un lecteur de CD et elle m'a dit adorer la musique classique qui l'aidait à se détendre. Je lui ai donc également proposé de mettre un fond musical pour accompagner le soin et elle acceptait volontiers. Tu sais Sandrine, il est important de suivre les goûts du patient en matière de musique, mais aussi en matière de choix de techniques non médicamenteuses en général, et ça permet de donner une place au patient dans le soin. Le contraire pourrait plutôt être un agacement et renforcer la douleur. Chaque soignant aussi doit avoir sa propre boîte à outils de techniques non médicamenteuses et proposer en fonction de lui, là, ou les techniques qui lui conviennent. Pour en revenir plus particulièrement à la musique, tu sais, elle représente un stimulus multidimensionnel très intéressant qui participe lui aussi à la prévention de la douleur et en particulier de la douleur induite. La musique intervient par le biais du détournement d'attention et par le biais de la stimulation de la production d'endorphines efficaces sur la douleur, mais aussi hormones du plaisir. Tu sais, certaines études ont pu montrer que l'utilisation de la musique en paire et post-opératoire immédiat permettait de diminuer les scores de douleur et s'accompagnait parallèlement d'une diminution de la consommation de morphine chez les patients. Alors encore une fois, pourquoi se passer de la musique si les patients l'aiment? Ah oui, aussi, je voulais te rappeler une chose que tu sais probablement et qui est très importante. Il est inutile de dire à Madame Simone que tu commences le soin. Car si elle est absorbée par la musique qu'elle aime, ou bien dans des pensées agréables induites par le plaisir de la musique, tu vas la faire revenir ici et maintenant, dans sa chambre, et la focaliser à nouveau sur le pansement. La douleur du pansement, et peut-être même sur la douleur de fond, et ce n'est pas bon du tout. C'est pas ce que j'ai appris. On m'a toujours dit pendant mes études qu'il fallait prévenir le patient au moment de réaliser le soin. Eh bien, oublie ce qu'on a longtemps appris aux soignants, prévenir le patient au moment du soin. L'informer du soin, oui, bien évidemment. Mais une fois que cela est fait, il est inutile de répéter au moment du geste, au risque de stresser le patient, d'aggraver le ressenti désagréable et de majorer la douleur avec le soin. Il faut laisser le patient dans ses pensées agréables. Il sait parfaitement que tu vas faire le soin. On y va? Allez. Bonjour Madame Simone. Bonjour Madame Simone. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Le médicament que je vous ai donné contre la douleur a été efficace? Ah oui, la douleur, j'en ai plus. Et si vous voulez un chiffre, la douleur, c'est 0. Très bien. Alors Madame Simone, comme je vous l'ai expliqué, on va faire le pansement sous méopa. Donc je vais préparer le matériel et la première chose que je vais faire, c'est de mettre la musique que vous aimez bien. On en a discuté tout à l'heure, c'est une excellente chose, donc je vais mettre la musique et puis je vais expliquer à Sandrine le méopa. Alors la première chose, Sandrine, oui, c'est de mettre Madame Simone dans la position dans laquelle on va réaliser le soin. Je vais baisser le dossier et je vais vous demander de vous mettre
vers moi, de vous tourner vers moi et on va vous aider. On va vous aider un petit peu, Madame Simone. Alors voilà, le Méopa c'est une bouteille qui ressemble à une bouteille d'oxygène et qui se différencie par les bandes horizontales et verticales bleues. Donc il y a sur cette bouteille un mano détendeur, et puis un débit-litre qui va me permettre de choisir le débit adéquat pour la patiente. Donc je vais ouvrir le mano détendeur et puis j'ouvrirai le débit-litre. Là c'est arrêté, là c'est ouvert. Et puis un bouton pour régler le débit. Et sur le bouton de débit, ici, je vais brancher un circuit qui est un circuit spécifique dans lequel il y a la possibilité de respirer. Il y a un ballon réservoir et une valve qu'on va brancher un tuyau que tu vas me faire passer qui permet d'évacuer les gaz à l'extérieur afin de ne pas polluer la salle. Je vais ouvrir le débit-litre, je vais descendre la bouteille. C'est plus sûr. Voilà, le tuyau bouché, le réservoir, le ballon réservoir va se gonfler. Voilà, de telle manière qu'on commence à avoir une réserve. Je vais ensuite, une fois que le ballon est plein, je vais brancher ce ballon sur le filtre et je vais appliquer le masque sur le visage de Madame Simone. Et je vais lui demander de respirer 3 grandes inspirations qui vont permettre de saturer les alvéoles. Alors, une chose importante, le débit du Méopa se fera en fonction de la respiration de la patiente. Et je vais devoir adapter le débit à la respiration. Si le ballon est trop gonflé, c'est une dépense inutile. Inversement, si le ballon n'est pas assez rempli, mais Madame Simone aura du mal à respirer. Voilà, Madame Simone, donc je vais vous appliquer le masque sur le visage et vous allez respirer, faire 3 grandes inspirations et ensuite vous allez respirer tout à fait normalement et on fera le geste dans 3-5 minutes. D'accord? Voilà, très bien. Encore. Je reste Très avec bien. vous, je suis à côté. Voilà, faites 3 grandes inspirations. Voilà. Voilà. Tu sais Michel, c'est vraiment la première fois que je réalise le pansement d'escarre de Madame Simone avec un tel confort. Confort pour la patiente, mais aussi pour moi en tant qu'infirmière. C'était génial. Eh bien, tu vois ce qu'il te reste à faire la prochaine fois. Oui. Oh, tu as vu l'heure? Je suis pressé, on m'attend devant l'hôpital. Au revoir. Au revoir et merci pour tes conseils. Nous avons vu ici un certain nombre de moyens de prévention de la douleur induite par les soins. Mais il y a encore bien d'autres techniques thérapeutiques, des techniques physiques telles que le chaud, le froid, la neurostimulation transcutanée, les frictions, les massages. Des techniques comportementales comme la respiration contrôlée, la sophrologie, l'hypnose, l'art-thérapie ou le saccharose spécifique du nouveau-né. Il y a aussi d'autres moyens médicamenteux tels que la kétamine, la sédation consciente, voire l'anesthésie loco-régionale ou l'anesthésie générale, utilisée dans certaines situations de douleur induite très importantes. Et enfin, n'oublions pas de travailler sur les comportements de soignants, car ils sont essentiels en matière de douleur induite. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout aujourd'hui, mais vous voyez que les moyens sont nombreux. Le soignant a un choix important dans les différents moyens à utiliser. Il n'y a pas un traitement ou une technique infaillible. Il faut associer les différents moyens et les choisir en fonction du patient que l'on a à prendre en charge. Imaginez pour vos patients toutes les techniques que l'on a vues ensemble et celles que l'on n'a pas vues. Elles peuvent vous rendre service dans de nombreuses situations. Je terminerai en disant que l'objectif zéro douleur induite est probablement irréaliste. Mais tendre à s'en rapprocher est très certainement possible avec tous les moyens que nous avons à notre disposition.